Yo, what's up tout le monde? Je suis votre hôte, je m'appelle Sacha Omer. Je suis un artiste musicien montréalais d'origine turque. Bienvenue à Creative Mood Live à l'Idéal. Nous sommes ici ce soir en compagnie de mon invité Arnaud Soli. Yeah! Yo, je suis fucking excité de vous avoir ici ce soir pour célébrer la presque 100e édition de mon podcast Creative Mood. Encore plus hot, la 10e édition live devant public à l'Idéal. Pour moi, guys, c'est quand même un big fucking deal. Yes, merci, je vais le prendre. Cette 10e édition est présentée par Mox Mocktails, une entreprise d'ici qui propose de délicieux cocktails sans alcool faits avec des ingrédients de qualité. Sur mon petit papier, j'avais écrit que Dominique était avec nous ce soir, mais il est pas là. Shout out à lui quand même, mon gars. Je veux prendre le temps de vous remercier d'être ici ce soir avec nous. Je vois des visages familiers, de nouveaux visages, et ça me touche profondément que mon projet que j'ai lancé le 23 novembre 2020, un projet autoproduit, autofinancé et de façon 100% indépendante, en soit rendu où on en est. Je le fais avec mes tripes, avec mes sous depuis le début. So, merci de support votre boy dans ses projets, you know what I'm saying? Pour les nouveaux, c'est quoi Creative Mood? C'est mon projet de musicien emo en quête de sens. C'est un espace où j'explore l'intention derrière le travail des artistes, loin des communiqués de presse et des chemins déjà tracés pour mettre en lumière leurs histoires. C'est quétaine, mais pour moi, il n'y a vraiment rien de plus important que l'art. Je crois profondément que c'est ça qui change le monde. Puis de comprendre l'intention que les artistes y mettent, ça m'aide à mieux comprendre mon propre monde intérieur à moi. Autrement dit, aller à la rencontre des autres, c'est aussi une façon de mieux me connaître moi-même. Ce podcast, c'est ma contribution au dialogue autour de l'art et de son impact dans nos vies. That's all I have to say about that. Cheers! Santé, Arnaud. Salut, santé, Sacha. Enchanté, mon gars. Ouais, enchanté, merci. Ouf! Crime, ça part intense. J'ai bien fait ça, je pense. Tu sais, j'ai Oui. des petits papiers, j'ai mis des petites feuilles. Le gars, il est prêt, là. Come on! Chris, ici première, moi je suis prêt, là. J'aimerais quand même fronter que Arnaud a accepté mon invitation sans faire jumper dans toutes les hoops habituelles de managers, d'agences et tout le tralala. Puis la semaine qu'on a lock le podcast, t'as dit dans une story Instagram, t'as dit genre « Yo guys, invitez-moi plus à vos podcasts, je viens plus. » C'est vrai. So, genre, T'étais vraiment la goutte qui a fait déborder mon vase it de was too much, podcast. baby. Merci beaucoup, man, j'en suis honoré. Ouais, je suis content pour vrai. Avant de commencer, guys, j'aimerais porter votre attention aux flyers qu'il y a sur vos tables. Il y en a des beaucoup plus gros qui sont vraiment trop gros. Ils ont des codes QR dessus. Je vous invite à les scanner, s'il vous plaît, puis allez vous abonner à la plateforme de votre choix parce que c'est des petits gestes que vous pouvez poser dans le confort de vos sièges, mais qui ont un impact sur mon projet. J'ai d'ailleurs mis le site web de Arnaud parce que vous pouvez aller vous acheter des billets ou simplement vous abonner à son infolettre. C'est vrai. Je pense que hier, même, tu disais dans une story, tu étais comme, allez, genre, liker mon channel YouTube. Des fois, je dis ça, oui, Ouais. pour stimuler l'algorithme, comme on dit dans le langage web. You made it sexual, which is cool. Algorithme. Algorithmique. Bon, fait que là, on va se prendre une petite gorgée de bière, puis je vais vous commencer ça. Cheers. Bon. Fait qu'Arnaud, je te mentirais pas, j'ai écrit une fucking longue bio. Puis Ouais, c'est quoi, vas-y. man, j'ai pas envie de Fais-la la faire. pas, fais-la Non, pas. fuck that. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait pas c'est qui Arnaud Soli? Je peux... C'est parce que si tu veux, on peut la faire, là. Non, fais pas ça. Wikipédia, Oui, Google. exactement, man. Non, I mean, non. if you're here and you don't know... Non, on va se sauver. Chris, c'est long, là. Ouais, tu vois, genre, je me suis donné, là. Ah, il était un enfant studieux. Ah ouais, non, c'est long. Ouais, j'en parle de moi un peu. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire parce que t'en fais beaucoup. Mais avant même de retracer le chemin en arrière, j'aimerais parler un peu de ce qui se passe en ce moment. Ok. J'aimerais parler de ton show Bon Jus Ouais. et du Soli Podcast. OK. Puis comme on est un podcast actuellement, je Ouais. feel que c'est comme vraiment une parfaite porte d'entrée pour commencer notre soirée. Oui. Pour ceux qui ne le savent pas, Arnaud, est-ce que tu peux me parler de ton podcast et de son concept? Oui. Puis comment t'es venu cette idée-là? Le Soli Podcast, c'est un podcast dans lequel à chaque épisode, je change de style de podcast. Fait que finalement, j'essaie de pasticher un peu ce qui se fait dans le monde du podcast. Ouais. Et le monde du podcast est devenu tellement vaste que, en fait, le monde du podcast, c'est une extension de la réalité. C'est-à-dire que tous les champs d'intérêt, toutes les niches ont leur podcast. Donc, Ouais. le podcast s'est émancipé du propre podcast puis est devenu juste vraiment une espèce de niche de gens qui sont souvent pas très
Attends, je vais faire attention à ce que je dis, mais il y a beaucoup de gens dans les podcasts qui parlent de quelque chose qu'ils maîtrisent semi, mais qui ont il y a une passion pour un sujet. Je m'inclus là-dedans. Là. Oui, mais c'est correct, c'est correct. C'est juste qu'on est dans quelque chose de nouveau où est-ce que les gens s'improvisent un peu experts en tout. Ouais. Puis moi, côté humoristique, ça me fait rire parce qu'il y a une prise de parole qui est longue, tu sais, je veux dire, il y a des podcasts qui ont des centaines, des milliers d'épisodes et il n'y a pas de fin au podcast, c'est ça. Donc moi, je trouvais ça intéressant d'aller rire un peu de certains codes puis de certains styles de podcast, toujours dans un mode un peu impro, semi-écrit, semi-dirigé. OK, c'était ça une de mes questions. Ouais, c'est ça. On se fait des espèces de canevas d'impro puis on part long form avec des amis humoristes, comédiens, improvisateurs. Moi, je trouve ça un peu fou que tu me dises que... Parce que c'est ça que je voulais te demander, genre, c'est semi-improvisé, semi-écrit. Ouais, donc on a vraiment un guide, on sait un peu où est-ce qu'on s'en va, mais c'est pas écrit à la virgule. C'est-à-dire qu'on a un plan, puis on jamme là-dedans. Puis après ça, la beauté aussi du Soli Podcast, je pense, c'est qu'il y a du montage. C'est qu'on tourne 2-3 heures pour faire 40 minutes. Donc on va à l'essentiel. Ce que le podcast fait peu, ben c'est pas grave, mais il y a peu de montage dans les podcasts. Ça fait partie de l'expérience brute aussi d'accéder à une conversation sans interruption. Donc nous, on essaie d'aller chercher plus le plus juicy, le plus Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà genre collectionné des cartes de hockey? Bonne question. Genre... Right? OK. Parce que là, moi, je vais genre vraiment expose un de mes amis, genre Alexis Froissart. Genre là, il va s'entendre, il va pas être content. Mais genre lui, il a 36 ans, il a mon âge, il a commencé à collectionner des cartes de hockey. Puis là, récemment, il m'a amené dans un magasin où les boys, genre, tu sais, c'est ça, c'est le monde de l'être. Ouais. Puis là, toi, évidemment, j'imagine que tu fais beaucoup de recherches pour ça parce que j'ai écouté l'épisode. De hockey, Puis là, j'ai catché. Ouais. Puis là, genre... tu sais, c'était des affaires genre Sidney Crosby, Fetus Edition, genre MVP, mon vaillant primate. Après ça, genre, t'avais une série caritative avec les stats de chimio derrière la carte. J'étais comme... C'est tellement stupide. Ouais. Puis c'est ça, je me demandais, genre, ça, t'avais-tu écrit ça? Ça, en partie. Alors là, pour mettre en contexte, il y a un épisode sur le hockey, puis on s'est dit que le faux commanditaire du podcast de hockey, c'est un magasin de cartes de hockey, et on a fait faire un paquet custom de plein de cartes qui sont pas des vraies cartes de hockey. Donc, pour de vrai? On les a vraiment fait printer. Ça m'a coûté 400$ d'imprimerie parce que c'est cher, là, le graphique. Là. En tout cas, je l'ai appris à mes dépens, mais pour moi, c'était important de pousser la joke au max. Fait que j'ai engagé un graphiste. On avait brainstormé des idées, mais le gars en question, Étienne Moore, que je salue, qui fait de l'humour aussi, avait mis des jokes aussi dans le paquet qu'on découvrait en live, en unboxant ça. Donc, il y avait plusieurs layers. Là. Mais ça, tu vois, c'est ça que je voulais savoir. Je trouve ça brillant que t'ailles jusque-là. Ouais. Parce que quand t'écoutes ça, moi, je l'ai remarqué, là, tout ce que j'ai dit, ça s'est passé en 25 secondes. Mm-hmm. Ça, c'est genre 4-5 jokes. Ouais. J'étais comme, si c'est pas écrit. Fait que là, c'était écrit sur des cartes. Nous, on avait brainstormé des idées, on a donné ça au gars, il nous a fait un mélange avec d'autres jokes, on l'a découvert live en ouvrant le paquet. Ouais, c'est ça. Moi, OK, c'est parfait. Ça répond beaucoup à ma question parce que I was like... Puis d'ailleurs, genre, parle-moi un peu du processus de recherche de ces concepts-là. Parce que là, on a parlé d'un concept, les gars de hockey. Ouais. C'est la deuxième saison que tu viens de lancer. Ouais, là, tu vois, en date d'aujourd'hui, hier, j'ai sorti un épisode conspirationniste qui explique un peu que le verglas a été créé en laboratoire par le PQ. En tout cas, c'est Puis comment tu trouves ça, ces concepts-là? Ben, c'est d'aller, en fait, scanner un peu ce qui se fait dans le monde du podcast. Fait que là, ben, on a fait les podcasts un peu plus de sexualité, de ésotérique, de sport, les mâles alpha. Là, la semaine prochaine, j'en sors un sur des entretiens avec des anciens prisonniers. Fait que c'est ça, c'est d'aller voir un peu ce qui se fait, de regarder juste dans le grand catalogue. Je t'avoue que je ferai sûrement pas 200 épisodes là, parce qu'à un moment donné, les styles s'épuisent. Ou ça va être de créer des nouveaux styles comme un podcast d'elfe ou de quelque chose qui n'existe pas, mais qu'on veut voir. Ou en tout cas que moi, mais je veux là, voir. Tu dis genre vraiment rapidement, tu dis genre on check les podcasts comme. Ouais. Ça, c'est du temps, là. Ben, c'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui consomme beaucoup d'algorithmes, là, qui est accro aux réseaux sociaux, comme j'ose croire d'autres personnes de ma génération. Et c'est que le podcast est devenu, surtout les clips de podcast, c'est devenu vraiment comme une forme de contenu à part entière. Puis je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu risible à ça des fois. Après ça, il y a aussi des excellents podcasts, mais on en parlait tantôt avant l'épisode.
il y a un paradoxe dans le fait qu'un podcast, c'est une discussion sans filtre de 2 heures. Ouais. Puis là, pour vendre ton podcast dans un univers de podcast, il faut que tu clips des 40 secondes Ouais. punchées, qui C'est t'amènent vers un truc qui n'est pas punché. Ouais. Fait qu'il y a une espèce de C'est paradoxe paradoxal, ouais. de comment vendre ton podcast. Fait que les clips, ça me fait rire. Le clickbait aussi autour de ça. Comment attirer l'attention dans une espèce de milieu saturé de clips. Tu sais, Tu dois vraiment beaucoup réfléchir à ça, toi, j'imagine, parce que sans le vouloir, c'est comme un peu les artistes, les musiciens. N'importe quel artiste est devenu comme un peu un content creator. C'est que les règles du jeu ont changé. Puis tu sais, il y a des gens qui vont combattre ça. Puis je comprends un musicien qui veut pas aller sur Spotify pour X, Y raison. Puis il y en a d'autres qui disent « Ouais, mais moi, j'ai besoin de Spotify. C'est comme ça que je me fais connaître puis je remplis mes salles. Ouais. » Fait qu'il y a les deux approches. Tu sais, je suis pas un fan des GAFA. Là, tu sais, je veux dire, je comprends à quel point en fait, sont en train de briser notre société, ces grosses compagnies-là. D'un autre côté, on est un peu dépendant de ça, les artistes, pour véhiculer nos trucs parce que il n'y a pas d'alternative. C'est des rouleaux compresseurs. Ouais, full. Fait que moi, je suis un peu en mode, on va utiliser les outils qu'on a, puis c'est ça, c'est trouver comment se démarquer à l'intérieur de ça. T'sais. Certainement. Par exemple, genre, c'est les thèmes de ton podcast, comme, c'était quoi comment t'as trouvé ces thèmes? T'sais, par exemple, les cartes de hockey, je reviens là-dessus, là, tu sais. C'est comme toi, tu collectionnes C'est des comme cartes, genre, le brainstorm soleil, là, je sais pas si vous connaissez la technique, là, mais tu sais, moi je fais ça en humour souvent, là, tu prends le thème principal hockey, là, ça c'est ton soleil, puis là tu fais les rayons, puis là tu te dis, bon, c'est quoi le hockey? C'est les agressions, là, tu sais, on a parlé des scandales d'agression Hockey Canada. Non, mais tu sais, il faut en parler. Là, après ça, tu dis, OK, les femmes dans le hockey, le sport féminin, OK, ça, c'est des jokes là-dessus. Ah, les quiz de hockey, les geeks. Ah, les cartes de hockey, ça, c'est drôle. Fait que là, tu fais tous tes sous-thèmes. Ah, Youpi, là, on parle de Youpi. Oui. Sous-thème du hockey. Fait que là, à un moment donné, une fois que tu as tes sous-thèmes, là, tu fais des sous-sous-thèmes. OK, les cartes de hockey, là, tu fais tes jokes de cartes de hockey. Fait que là, c'est ça. Puis toi, t'es le seul dans quand tu fais tes soleils. Ouais. C'est toi, genre? C'est juste toi? Comment je fonctionne pour Soli Podcast? Une fois que j'ai mon idée, je me dis, OK, je veux faire un podcast de hockey, j'aimerais ça le faire avec tel ami. Je les approche, ils sont partants, on va se prendre un café. Puis là, on brainstorm toute la structure, de quoi on veut parler. Ah, ça serait drôle, si ça. On fait vraiment le squelette de la patente. Puis après ça, moi, je fais la prep de mon bar, justement, à faire imprimer les cartes, trouver le décor, si ça. Ça, c'est incroyable que tu aies fait imprimer des cartes, man. Ben, il faut. Ça, c'est le côté producteur parce que, tu sais, Soli Podcast, c'est 100% autoproduit, tu sais, même que je perds de l'argent avec ça, ça me dérange pas, mais j'ai vraiment du fun à faire ça. Tu sais, quand j'ai créé Soli Podcast, c'était un peu en réponse à 3 saisons de Club Soli, mon show à sketch qui était à nouveau, où est-ce que là, j'étais pris dans la grosse machine médiatique que j'avais mon mot à dire sur des trucs, mais c'est plus gros que toi, c'est belle, t'as des meetings de prod, les sujets imposés, le calendrier de sortie, tu contrôles pas tout ce que tu veux. J'avais envie de retourner à un projet 100% clé en main. J'engage mon ami au montage, je travaille avec mes chums, je les tourne quand je veux, je les sors quand je veux sur mon YouTube. T'es plus habitué à ça, faut dire, cette façon d'opérer. Ben, c'est toujours comme ça que j'ai créé avant de faire de la télé. C'est le web, c'est moi qui fais les trucs à mon rythme. Puis c'est là que j'ai le plus de plaisir, dans le sens où je suis vraiment maître de mes trucs. Après, c'est zéro payant, même que comme je te l'ai dit, je suis dans le rouge, mais j'ai le luxe de pouvoir balancer avec des projets plus payants, puis de faire des trucs comme ça qui sont des projets de cœur, qui vont chercher une audience correcte. Tu sais, ça dépend des épisodes. Il y a des gens qui trouvent leur fun, d'autres qui ne catchent pas le niveau puis qui m'insultent, mais ça fait partie de l'expérience podcast. Là. Ben, c'est sûr que moi, j'ai un autre de tes talents, je trouve que plus je m'intéresse... Il y a quelqu'un qui le rit pas mal. Ouais, ça rigole. C'est parfait. Moi, ce que je trouve quand même impressionnant chez toi, Arnaud, c'est ta facilité ou ta capacité à mettre le doigt sur des choses qui résonnent chez les gens. Peu de choses que tu sais, comme mettons statistiquement, genre, mettons que tu sors 10 choses, genre 9 de ces choses-là, tu mets le doigt sur quelque chose que ça résonne chez les gens. Ça, c'est un talent qui a... Je ne sais pas comment décrire ça chez toi, genre. Tu sais... Ben, je pense que si je peux me lancer des fleurs. Vas-y. Bright. Mais je pense que j'ai un bon esprit analytique. Puis je pense qu'en humour, il y a quelque chose d'être capable de synthétiser des réalités puis de les recracher de manière simple et en même temps évocatrice. Donc, que le public fait « Ah oui », tu sais, de mettre le doigt sur une affaire que tout le monde dit « Ah oui, c'est ça ». C'est comme, moi, je trouve les meilleurs jokes que je préfère là, en humour d'observation, là, c'est quand tu
t'as l'impression que la joke, tu la connaissais déjà. Tu te dis, si c'est tellement évident comme constatation, mais je l'avais jamais nommé comme ça. Exact. C'est pas l'idée la plus twistée, c'est juste vraiment de mettre en lumière une réalité que tu connais, mais qui est juste dit d'une certaine façon ou avec une certaine exagération. Ouais. Après, sur les réseaux, il y a des codes que je commence à comprendre. Là, des codes pour... Il faut comme quoi, mettons? Ben, c'est cliché, là, tout le monde va dire, mais c'est d'attraper l'attention des gens dans la première seconde. Fait que souvent, c'est d'avoir une prémisse, d'indiquer très clair. Des fois, c'est d'écrire juste qu'est-ce qui va se passer, de vouloir que les gens ont le goût de rester, parce que c'est fou comme notre cerveau, je parle pour moi, mais se déshabitue à la lenteur. Puis sur les réseaux sociaux, ça fait comme un brain fog. À un moment donné, tu regardes du contenu, puis c'est comme tu as besoin tellement de gratification instantanée. Puis c'est pour ça que moi, j'essaye de casser ça, puis de continuer à lire, puis d'écouter des longs films. Ah ouais? Écoute, la fin de semaine passée avec ma blonde qui est là, ce soir, on écoutait Eraserhead en hommage à notre cher Lynch qui est décédé. Puis j'avais de la misère, là, un petit film de 2 heures qui se passe rien, puis ça fait en noir et blanc. Puis j'étais comme, retrouve ton vieux cerveau patient. Tu l'avais déjà vu aussi, mais je l'avais vu, mais quand même, tu sais, de pas checker ton phone pendant 2 heures. Là. Non, mais c'est ça. Mais quand t'es sur les réseaux sociaux, c'est la vitesse, c'est le... Fait qu'il faut embrasser ces codes-là. Puis... Mais je trouve que t'excelles là-dedans, c'est même pas pour te lancer des fleurs, man. C'est juste it is what it is. Genre, c'est ce que j'observe, comme je me suis beaucoup intéressé à toi dans les dernières semaines, tu sais. Fait que là, j'essayais de comprendre, de tisser des liens, puis je suis comme... C'est exemplaire, man, comment tu réussis à faire ça. Moi, j'ai travaillé pour des maisons de disques, mettons, là, tu sais. Fait que là, il y avait des stratégies. OK, on va publier des extraits, on va faire ça, on va faire ça. C'est tellement pas naturel. Puis comme tu dis, j'ai l'impression que toi, t'as vraiment une aise avec ces codes-là. Mais aussi, c'est parce que c'est pas des commandes. Parce que, tu sais, j'en fais pas beaucoup de la pub, ou genre, slash pas, là, ou très, très peu. Si, mettons, je n'importe quoi, une compagnie vient me voir et me dit hey, « fais-moi un clip viral », les gens qui consomment les réseaux sociaux, ils voient un petit peu qu'il y a comme une démarche un peu plus personnelle, ou j'allais dire authentique, là, qui est le mot le plus galvaudé de notre génération, mais une forme d'authenticité, là, tu sais, au moins dans le sujet, dans l'approche, tu sais, fait que c'est pas une formule mathématique que tu peux transposer sur n'importe quoi puis faire des pubs. Tu sais, à un moment donné, je pense qu'il faut que tu portes un peu ça, puis tu sais, c'est ça, généralement, j'ai comme un bon instinct sur ce qui va fonctionner, mais après, il y a plein d'affaires que j'ai envie de faire que je sais pas comment faire sur les réseaux parce que j'ai pas encore trouvé le format ou la manière de le dire, ou j'ai peur de... Tu sais, je suis quelqu'un qui déteste le conflit, fait que, tu sais, il y a des sujets où est-ce que j'ai pas l'énergie émotive de m'embarquer parce que j'ai peur de ce que ça va créer comme... Ouais, de fronter la réaction. Ouais, la polémique. Émotivement, je suis super fragile, fait que des fois, je me dis... ça vaut même pas la peine d'embarquer sur tel sujet, ayant trop peur du backlash ou de la réponse. Ouais, je comprends, man. C'est sûr que c'est des risques calculés. Tu veux pas, genre, te mettre dans le marde au risque de faire des jokes, là. Oui, mais en même temps, j'ai le goût d'utiliser mes plateformes pour dire aussi des affaires qui sont pas juste... Tu sais, qui ont une certaine signification. C'est correct des jokes gratuites, puis... Mais c'est le fun aussi, dire des affaires, raconter quelque chose avec son humour. Fait que c'est trouver ton sweet spot. Trouver le sweet spot, man, c'est le combat d'une vie. On n'y arrivera jamais, peut-être. Ben moi, je trouve que tu réussis quand même. Tu sais, il y avait aussi ton à un moment donné, justement, juste dire tout ça, c'est... Mais tu sais, les podcasts masculinistes... Oui, on s'en rappelle. À un moment donné, tu faisais des jokes là-dessus, tu finissais comme un peu leurs phrases. Ouais, je faisais comme un montage de... Tu sais, veux pas, il y avait ça. Puis à un moment donné, j'ai vu aussi un truc que tu as fait, c'était le VIP Masterclass. Oui. OK. Puis moi, ce que j'ai vu là-dedans, je trouvais ça vraiment drôle. T'as juste vraiment pété une coche. Ouais. Puis c'est vrai que, de prime abord, on peut prendre ça comme des petites jokes faciles. Ouais. Mais moi, je me demandais, genre, tu dois voir des choses que tu dis, ça n'a pas de fucking bon sens. Ben, moi, quand je regarde justement défiler mon feed, puis que je vois comme une espèce de culte de l'entrepreneuriat, mais qu'il n'y a rien à dire, là, qui est juste comme crier à des hommes de hustle pour grinder, puis de Bitcoin. Là, je suis genre, de quoi tu parles, man? Ça n'a aucun sens pour moi. Puis, c'est ça, c'est de comprendre c'est quoi ces signes-là de notre époque, puis qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette colère-là masculine ou cette espèce de... C'est l'entrepreneuriat, mais pour rien, finalement. C'est comme... Les gens, ils sont comme, je vais t'aider à faire du cash, mais... Qu'est-ce que tu me vends vraiment? Mais on comprend même pas c'est quoi. Ou ils vendent des formations pour vendre des formations pour faire du cash. Fait que, tu sais, je trouve qu'il y a comme une espèce de...
de vide, de sens là-dedans, puis Ouais. que ces choses-là rendent pas le monde meilleur, tu sais. Fait que j'ai envie de rire de ça, tu sais, d'une certaine manière. Puis d'un autre Ouais. côté, je comprends qu'un jeune veut juste faire de l'argent, tu sais, tout le monde... C'est pas ça le point, mais Ouais. comme, je trouve qu'il y a une espèce de non-sens, des fois, comme... qui nous est présenté, puis c'est facile de quand on voit quelque chose à répétition, ça le normalise. Fait que les réseaux sociaux, T'as raison. je trouve que ça normalise des comportements qui sont absolument absurdes, Ouais. puis des tendances qui sont inquiétantes. Là, on parle au lendemain de l'assermentation de M. Trump. Là, tu sais, je veux dire, il y a quand même une montée Ouais. du fascisme, de la haine qui a écho en ligne aussi. Fait que, tu sais, je pense que c'est correct de pointer ces affaires-là du doigt. Puis c'est ça, je me perds un peu dans ma pensée. Non, mais je suis tout avec toi. Puis moi, mais tu sais, même à ton point, genre de... Je partage ton opinion puis ton sentiment. Tu sais, moi aussi, des fois, il y a des choses que j'aimerais dire en ligne, utiliser ma tribune telle qu'elle soit, tu sais. On est tous... on vit en société, tu sais. Ouais. Mais en même temps, moi, je feel que tu le fais pas mal. Puis plus je me suis intéressé à ce que tu fais, plus j'ai remarqué que tu le faisais. Juste ce matin, tu sais, tu sors un clip où tu calls un taxi. Moi, je pense qu'on peut vraiment... Pour ceux qui l'ont pas vu... C'est notre ami Elon Musk, là, fait qu'il calait un taxi de manière un peu... Mettons qu'il y avait le bras rigide, là, je le ferai pas. I'll do it. Fait que, tu sais, genre, c'est juste de... Ce que j'essaie de dire, c'est que veux pas, tu vas là quand même. Tu sais, tu sautes dedans pieds joints, puis t'es comme, yo, fuck that. Mais je le fais de manière à ce que... Oui, je parle de cette affaire-là, mais je suis pas non plus en mode Oh. « Salut tout le monde, je vais vous dire c'est quoi le problème avec Elon Musk. » Tu sais, je suis pas en Ouais. mode édito. Tu sais, je suis en mode je fais ma joke, puis là, les gens, après ça, ils interprètent « Ah ouais, mais... » Puis là, si je laisse les gens dans les commentaires s'entremanger, là. tu Mais sais. je pense pas, moi, que t'as besoin. Non, mais c'est ça pareil. J'ai pas l'énergie de passer ma journée à... Ben non, répondre à tout ça. De toute Non, façon, c'est du monde impossible. usé, tu cancelles. Mais c'est ça, moi, je feel que t'as même pas besoin de le dire en d'autres mots. Non, mais ça me fait plaisir d'en parler aussi. Je pense que c'est pour ça que tantôt, je parlais de chaque tribune à sa place, tu sais. Je suis capable, dans un podcast, de parler de mes points de vue politiques un peu plus, puis ça me fait plaisir de le faire. Parce que je considère que c'est un endroit sain pour le faire. Puis j'ai l'impression que les gens dans tes commentaires, tout ça, il y a comme... J'ai l'impression que c'est une zone plus respectueuse que juste pitcher 3 secondes sur TikTok, Ouais. tu sais, devant à 100 000 chiens enragés qui sont comme « Ouais, mais oui, tu sais, genre... Ouais. C'est ça aussi que je trouve qu'on on perd un petit peu le tu sais, Internet, c'est que après ça appartient Ouais, au c'est monde, fou. là, Ouais, tu sais. Il ouais. y a quelque chose d'un peu terrorisant là-dedans, là, tu sais. Moi, je comprends pas des fois, puis je pense que c'est peut-être des gens aussi d'un certain âge, you know, ils s'investissent tellement dans les comment sections. Incroyable. Je suis comme, gars, lâche ça, là. Mon père est ici ce soir, puis moi, j'ai déjà dit à mon baba, genre, quand il s'est pogné Facebook, j'ai dit, Dad, leave no Facebook comments. Meilleur commentaire. Ouais, j'étais comme, you know what, genre, just lis les articles, fâche-toi tout seul, don't get involved. Puis il respecte-tu? So far, he's doing great. On le salue. Good job. Exactement. J'aimerais move on à ton spectacle Bon Jus. Mhm. Tu as annoncé ça, je pense, en fin d'année dernière. Ouais, ça se peut, je sais plus. Puis là, t'es rendu... moi, je suis allé sur ton site web, genre, j'ai vu que t'as 55 shows cette année. Genre, Ça se ish, quelque chose comme ça. C'est ton deuxième show. Ouais, deuxième stand-up. Ouais. Est-ce que ce serait de nous vendre le punch que nous dire à quoi fait référence le titre? C'est pas un gros punch, là. C'est un show d'humour, là. C'est pas le 6e sens, là. C'est pas que ah, qu'est-ce qui se passe? Moi, je voulais juste savoir pourquoi il s'appelait Bon Jus, tu sais. Mais je vais suivre ma ligne de relations presse puis pas le dire, mais je peux donner des indices. OK, on peut faire une devinette Ouais, si tu veux, là. mais je trouve ça plus le fun que les gens le découvrent parce qu'il y a quand même une Ouais, espèce c'est ça, de je me structure. demandais. C'est un show qui est mieux Ouais. écrit que le premier dans le sens où il se tient plus. C'est un show qui parle beaucoup de paternité. J'ai deux jeunes filles. Ouais. Alors, quand j'ai commencé à écrire le spectacle, j'avais tellement pas envie de parler de mes enfants parce que je trouve qu'en humour, c'est une espèce de cliché. Comme un numéro sur le camping avec ta blonde. Tu sais, genre, mes kids, je dors Ouais. pas. Je comprends. J'étais genre, cauchemar de terrain connu, d'humoriste comme, Ouais. c'est-tu les kids. Fait que je me disais, bon, je parlerai pas de ça. Puis là, je m'assois devant ma table. Puis j'étais comme, j'ai juste envie de parler de ça. Tu sais. De la même manière que quand je vais au resto avec ma blonde, une soirée sans les kids, on parle de nos kids. C'est tellement genre mon quotidien. Ouais. Puis là, j'ai dit, OK, je vais écrire un petit numéro sur mes kids. Puis de fil en aiguille, en travaillant le show, j'étais comme, mais c'est ça le point de départ quand même de ma vie des 5 dernières années. Puis
c'est pas juste les enfants, c'est le processus de procréation assistée par lequel ma blonde et moi on est passé. Ça a été très long. Ça a été beaucoup d'aventures dans le monde de la médecine, ça. Il y a eu beaucoup de... Une montagne russe d'espoir. Fait que je pars un peu de ce sujet-là qui est pas super funny à la base. J'allais dire ça, c'est not very funny. Ben, c'est pas grave, mais tu sais, tout est pas drôle et drôle, là, ça dépend comment t'en parles. Mais... Absolument. Et puis après ça devient un peu là, l'espèce de Polaroid de moi, mi-trentaine. Fait que tu sais, il est question de mes relations, beaucoup de mon rapport au Québec, tu sais, avec ma tournée dernière, tu sais, mon rapport aux régions. Comparaison les régions versus la ville, c'est quand même très riche. Sujet quand même, ça. Ouais, tu sais, je parle de mon expérience difficile au Tim Hortons de Bécomo quand j'ai essayé de commander un latte. Anyway, je rien spoilé, mais fait que c'est ça. Après ça, c'est un show d'humour. Fait que ça demeure un collage de sketchs. Ouais. C'est ça, je voulais savoir un peu comme la différence entre écrire des sketchs pour les réseaux sociaux ou même ton podcast. J'inclus aussi ton émission de télé là-dedans. Je trouve que c'est sketch-based. Ouais, absolument. Puis là, je prends des raccourcis un peu vulgaires pour simplifier ça, mais genre, ton stand-up, c'est la même chose, mais c'est pas la même chose. La grosse différence pour moi, la différence majeure, c'est le récit, je le raconte au jeu, puis le jeu, c'est Arnaud Soli. Fait que, tu sais, dans mes personnages, c'est une manière de montrer des facettes de la société en me transformant, en montrant, ben, je suis 1 million de personnes différentes. Là, je suis Arnaud. Évidemment que c'est un Arnaud qui est magnifié sur scène. Ouais. C'est une représentation de Arnaud, mais j'essaie de partir de l'essence de moi, tu sais, puis je raconte au jeu ma vie. Ça, c'est la grosse nuance. Après, dans l'écriture humoristique, tu sais, sur scène, il y a un autre rythme, il n'y a pas de montage. Tu sais, moi, quand j'ai une vidéo en tête, tu as plein de mécanismes pour puncher en vidéo, des sound effects, des zooms, des gros plans, des reveals visuels. Sur scène, il y a une espèce de forme d'expression qui est très minimaliste, là. J'ai le micro, j'ai mon corps, j'ai ma voix. Chaque silence est comme compté, si on veut. Puis on parlait du temps, le rapport au temps, ce que j'adore des spectacles, c'est vraiment ça. Tu sais, les gens ferment leur cellulaire. Puis là, on crée une nouvelle temporalité. Là, ça prend un certain temps. Puis là, à un moment donné, tu atteins une espèce de moment où tu es en synergie avec le public. Puis il n'y a rien qui bat ça. Puis tu sais, en musique, c'est un peu ça aussi dans le live. Mais un bon show live, pour moi, c'est comme la meilleure affaire. Puis c'est tellement un sentiment de communauté qui est important, je trouve. Autant moi, j'aime aller voir un show, j'aime aller voir un film en salle, puis sentir l'émotion de tout le monde en même temps, aller au théâtre, aller voir de la danse, whatever, que d'être sur scène, c'est évidemment grisant parce que t'as l'adrénaline du rire. Ouais. Mais crime, c'est vraiment mon affaire préférée. Comme. Faire du stand-up? Ouais. Puis en même temps, c'est l'affaire que ça me fait chier des fois de partir de chez nous l'hiver, aller faire des shows en Abitibi, abandonner mes enfants. C'est clair. Ouais, je m'en vais 7 jours. Est-ce que tu voyages seul? On est 2. Moi, c'est vraiment minimal. C'est mon tech, Robin, qui est aussi mon scénographe qui crée je connais Robin. Robin Kittel. Ouais. Yo, shout-out. Shout-out à Let's Robin, go. Man. Let's go. Gros gars, ouais. Right. C'est lui qui fait tout. J'ai étudié avec lui à Concordia en art visuel dans une autre vie. Fait que, Yo, man, un Robin, vieil ami. Qu'est-ce qui se passe? Il est-tu bien, man? Un petit peu mal dans le dos, mais il va bien. Veux-tu qu'on l'appelle? Je sais pas. On peut le FaceTimer. On peut l'appeler, Non, il va bien, ouais. Puis tu sais, dans le fond, plus spécifiquement, comment tu crées, toi, Arnaud? Est-ce que tu es vraiment... Parce que je parlais justement avec Adib Al-Khaldi, puis je lui avais demandé, tu sais, si on fait synthétiser un peu ce qu'il fait, c'est un gars de papier-crayon. C'est un gars, il s'assoit tout seul, il écrit. Ouais. Est-ce que toi, tu t'identifies un peu à ça aussi? Pas tant. J'ai vraiment essayé longtemps parce qu'il y a un mythe en humour au Québec, là, c'est la légende de Louis-José Hood là, qui semblerait que tous les matins, de genre 9 à midi, dans son bureau, il y a une dactylo. Non, je crois pas à ça. Je pense que c'est vrai. Impossible. Parce que c'est le mythe. Sûrement qu'il y a des Parce qu'il perroquets. tape aussi vite qu'il joue du drum. Je sais pas. Mais il écrit sans distraction. Incapable. Non, ça c'est pas vrai, ça. Moi, mes jokes viennent souvent quand je marche. C'est ce que je préfère, marcher. Je suis pareil comme toi. Pas de podcast. Il faut que le canal de la pensée soit libre. Puis là, tu marches, puis là, c'est plate. Puis t'es comme, je m'en vais où? Puis je suis tanné de marcher dans Rosemont. Puis là, calice, fait pas beau. J'ai frette. Puis là, à un moment donné, tu tombes dans une zone de tu te réchauffes. Puis là, les idées arrivent. Puis là, il faut que tu les attrapes. Là. Fait que tes notes, là. T'as ton téléphone. Ouais, soit dictaphone ou des fois vraiment un petit cahier papier, là. Ouais. Puis ça, c'est vraiment...
pour attraper les idées, là, le côté capteur, mais après ça, il faut s'asseoir, là, après ça, il faut faire de la mise en page, il faut taper, il faut virguler. Ouais, ben ça vient après, ouais. Mais je trouve que c'est cette zone-là que moi, je préfère. Là, c'est la zone capter les idées, puis il faut vraiment les attraper. Quand je fais de la voiture aussi, quand je fais du char, là, pas de son, là, puis tu tombes dans une espèce de... J'allais dire quasiment sommeil, là, je dors pas je dors pas en conduisant, mais tu sais, quand t'es comme un petit peu vraiment dans tes pensées. Ouais, full, cette zone-là, Ouais. il y a comment que Quincy Jones, il y avait un thème pour terme pour cette zone-là, mais ça, c'est un thème récurrent, tu sais, c'est comme... c'est vrai que les artistes, c'est quoi qu'on fait? On fait juste créer de la place, puis c'est juste comme tout le monde a un peu sa méthode. Mais je pense que quand tu conduis, t'es pas dans le stress de bon, je suis au café, faut que je fasse des jokes. Ouais. Mon café, mon latte est fret, tu sais, Ouais. genre, je prends la place à quelqu'un, asti. Mais là, quand tu conduis, mettons, tu fais quelque chose, fait que ton cerveau, il est un petit peu en train de regarder la route, mais juste assez déconcentré, tu sais, c'est un entre-deux. Ben moi, j'ai la réponse à ça, en fait. C'est que, dans le fond, quand tu occupes ton corps à faire une activité qui a besoin justement de manier, comme que ce soit une voiture ou tu fais une tâche physique, tu libères ton esprit à se laisser aller. Ça se peut. Il y a John Cleese, des Monty Python, Absolument, même. qui a des conférences hallucinantes sur la créativité. Wow. Puis moi, j'aime penser à la créativité comme de la résolution de problèmes. Fait que, tu sais, souvent, le cerveau continue à travailler. Là, c'est prouvé que si tu étudies un texte ou que tu fais tes devoirs avant de te coucher, le lendemain matin, le cerveau continue le travail. Ouais. Je trouve en création, il y a un peu ça. J'aime essayer de penser à mon problème, là, je vais penser. Mon problème créatif avant de me coucher. Cahier de notes, whatever. Puis souvent, en me levant dans la douche, il y a des affaires qui sont placées. Il y a des pièces qui sont mises tout seules. Faut accueillir ça. Ça marche pas toujours. Mais quand les canaux sont ouverts... Ouais. Moi, je suis choqué en ce moment. Je suis choqué. Parce que John Cleese, c'est mon idole. Ah ouais? 100%. Let's go. Je voulais te demander si tu connaissais John Cleese. Très toi, bien. Son livre Creativity, genre, justement, que j'ai lu. Puis, genre, moi, je suis tellement un fan. J'ai tout écouté ses entrevues. Je le trouve fascinant. Je me base sur lui pour tout ce que je fais dans la création. On dirait qu'il explique tellement bien mon processus. Mais c'est que c'est une des personnes qui s'est le plus attardée à la créativité d'un point de vue, je crois, neurobiologique et aussi juste social et d'expérience. Là, c'est quand même les Monty Python, c'est quand même je suis choqué. Un monument. Ouais. Wow, bro, je suis capable. Parfait, mais allez voir ça à la maison. Checkez ça, man. John Cleese de Monty Python, c'est... Ouais. He's the man. Yes. On va prendre une courte pause bientôt. Ouais. Le temps file, man. Je voulais savoir un peu aussi, tu sais, là, on a parlé de ça, en relation, admettons, à ton premier show, stand-up, c'est quoi, pour toi, l'évolution que tu as remarquée dans ton cheminement? Un premier show d'humour, souvent, c'est Souvent, c'est pas tout le monde, mais c'est souvent un collage, un genre de ramassis de tout ce que tu as fait qui a marché. Tu sais, il y a une affaire de production là-dedans. Il y a tellement d'humoristes que comme quand la production sent que t'es prêt, puis là, c'est comme, OK, là, ça vend, whatever. Tu sais, des fois, t'es rushé un peu de faire, OK, c'est là. Fait que, moi, mon premier show, c'était vraiment un show qui était décousu, à mon sens. On a réussi à faire des liens, mais c'est vraiment un collage de toutes mes 5-6 premières années en humour. Ouais. Fait que c'est des bons numéros, mais il y a vraiment un aspect collage, tu sais. Le deuxième show, je l'ai vraiment plus écrit avec une intention, un début, une fin, un milieu, sachant un peu où est-ce que je voulais passer. Puis l'autre grosse différence, c'est que je connaissais beaucoup mieux mon personnage de scène. Fait que, tu sais, après 200 shows, à peu près 200 représentations de mon premier spectacle, si je compte les rodages, il y avait beaucoup d'impro sur scène, puis des moments où est-ce que je trouvais mon clown physique. Tu sais, je savais pas que j'étais un humoriste physique. Puis à un moment donné, je commence à catcher, Chris, c'est drôle quand je bouge de même, quand je fais ça, quand je tire ça, des faces. Fait que tu connais mieux tes armes humoristiques. Fait que le deuxième show, il s'écrit plus en fonction de ces munitions-là. Ouais, c'est ça. Donc, à l'inverse, le premier show, c'est... ça, c'est drôle. Tu sais, comme... un peu sur le tas. Mais moi, j'ai une parallèle à faire avec ça. C'est intéressant ce que tu dis. Les bands, mettons, leur premier album, c'est comme leur best-of des 5-6 dernières années. Exact. Même affaire. Puis tu vois, moi, t'es le premier humoriste avec qui je m'entretiens. Fait que de t'entendre dire ça tisse une parallèle énorme avec la musique. Puis souvent, mais ton deuxième, si t'as de la chance de faire un deuxième album, un deuxième show, tu sais, c'est comme là, t'es comme plus armé, t'es plus... En fait, t'as complètement décrit...
Puis moi, j'aime ça, faire ce genre de parallèle-là, parce que dans le fond, man, c'est quasiment à dire, mais tout est dans tout. Mais aussi, par contre, ce qu'on entend souvent, c'est qu'en humour, le deuxième show, il est plus pauvre thématiquement parce que t'as rien vécu. Tu sais, les humoristes partent en tournée 3-4 ans. Ah ouais, Puis là, t'es comme, mais qu'est-ce que j'ai vécu dans les 4 dernières années que j'ai pas parlé dans mon premier show qui raconte toute ma vie, tu sais. Ouais. Puis là, t'es comme, mais là, j'ai fait de la tournée. Ah, si, on va parler de la tournée. L'hôtel mais tu était comprends? pas le fun. Mais c'est pas vrai pour tout le monde, mais il y a un peu ça, tu sais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que faut vivre aussi, tu sais. Ouais. Faut aller, faut faire des affaires. Man, j'ai plein de questions pour toi. Mais on Après va la prendre pause. une petite pause, man, je pense. Yes. Je sais pas si on entend ma musique en ce moment, Martin. Yo, j'ai mis un petit thème pis tout, là. There you go. Guys, on va revenir dans 15 minutes. Je vous dirais d'aller faire pipi, d'aller vous chercher un verre. Puis on se retrouve dans 15 minutes, quoi. À très bientôt. Yo, welcome back, baby. Est-ce qu'on a du fun? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tout le monde est là ou quoi? Yes! Merci d'être là, guys. Ça me fait vraiment plaisir. Avant de me lancer dans la suite, j'aimerais prendre un moment pour vous parler de mon commanditaire, Mox Mocktails. Mox est une entreprise d'ici qui propose de délicieux cocktails sans alcool faits avec des ingrédients de qualité. On a 4 saveurs. Ils ont rhum épicé, mangue et lavande. Gin, bleuet et fleurs de sureau et gingembre. Il faut pas boire de même. Excuse-moi, je sais pas. Vodka, Campari, canneberge et cardamome. Et je pense que ce qu'Arnaud a pris, c'est genre vin mousseux Campari. Ouais, c'est un genre de petit apérol spritz, c'est vraiment bon. Cheers, Ouais. mon gars. Cheers, man. Étouffe-toi pas. Non, mais c'est très bon, mais j'ai mal bu. On peut pas tout bien faire. On peut pas tout bien faire. Blablabla. Après ça, je voudrais dire, c'est ça, que tout le monde ici quitte ce soir avec une canette de Mox. On les a à l'arrière de la salle. Fait que quand vous allez quitter, il y a une jolie fille vraiment cute qui s'appelle Gabrielle qui va vous en donner un à tout le monde quand vous allez sortir. Check. Alors, on remercie Mox Mocktail de support votre boy. You know what I'm saying? Merci, Max. On peut les applaudir. Oui. C'est ce beau breuvage. There it is. OK. Vodka, amère italien, canneberge, cardamome. Ils font bien ça, man. Comment tu peux faire de la vodka sans alcool, dans le sens de la vodka, c'est pas juste de l'eau qui saoule? Ok, parfait. Ça goûte la patate. Ce bon petit goût de patate sans l'alcool. Like potatoes. I like it. Tantôt, Arnaud, d'habitude, moi, ce que je fais, c'est que je commence souvent avec je commence genre à l'enfance avec mes invités, mais tantôt, on a commencé vraiment avec ce qui se passe actuellement dans ta vie. Ouais. Puis je vais juste reculer un petit peu pour... Ok, je pensais que tu voulais qu'on parle de ma mort à la place. On va commencer par la fin. Comment est-ce que tu voudrais que ça se passe? J'aimerais ça en me masturbant à l'oratoire. Non, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Wow. Non, Ok. non, avec mes proches, là, l'affaire classique, là, c'est le bord du fleuve. Là, Mais pas de masturbation. Peut-être, je sais pas. Ça, dépendamment C'est qui est dans... Non, pas de masturbation, non. Ta copine Juste est avant, le matin, je vais me masturber, le midi, je vais mourir le soir. That sounds good. That sounds good. Ok, parfait. Comme j'ai mentionné, je voudrais qu'on retourne en arrière pour mettre en lumière ton parcours. Arnaud, on raconte que tu es né entre 2 casse-noisettes. Ouais, Est-ce que tu peux m'en dire le un peu spectacle, là, plus? pas l'objet là, épeurant pour casser des noisettes. Mon père était musicien à l'orchestre au Grand Ballet, donc il jouait du corps français. OK. C'était ce cuivre, en tout cas, un corps français. Ouais. Googlez ça. Et, Sgt. Pepper. ouais, exact. Puis, ben, c'est ça. Je suis né le 26 décembre. Casse-noisette, c'est pas mal la grosse traite entre Noël puis le Which would jour make de l'an. sense. Puis c'est ça, ma mère a accouché, j'étais dû plus début janvier, mais ma mère a commencé à avoir ses contractions pendant le party de Noël. Puis prend un bain, là, ça se passe pas bien. Puis là, taxi à un moment donné, là, OK, c'est là, parce que mon père trop chaud pour conduire, tempête de neige, taxi à l'hôpital, mon père qui se fait vomir parce que trop sous. Pour vrai? Oui, mais tu sais, c'est Noël. Chaud. Puis un peu en mode aussi, peut-être, mon dernier Noël sans enfants, en mode tu sais, party, il y avait du monde chez nous. Ah ouais, je capte. Et ce qui est vraiment drôle dans cette histoire, c'est que moi, ma première fille est née 2 semaines d'avance aussi. Le soir avant sa naissance, c'était notre crémaillère chez nous. On venait d'acheter une maison, puis on a invité plein d'amis. Puis moi, j'étais en mode dernier gros party. Ouais. Dans 2 semaines, ma blonde accouche. Mais je me suis défoncé, tu sais. Même affaire que mon père. Le lendemain, il faut provoquer ma blonde, pré-éclampsie. En tout cas, je passe les détails, mais Ouais.
moi qui essaie de me faire vomir à l'hôpital pour dessouler. Tu me niaises-tu, là? Non, même affaire. C'est vraiment une tradition dans notre famille de se faire vomir pendant que Wow! notre femme accouche. Ok, mais tu vois, I'm glad we know this. Ouais. Moi, ça, j'ai c'est dit. j'ai un ami que son grand-père s'appelle Pierre-Jean, son père s'appelle Jean-Pierre, puis lui s'appelle Pierre-Jean. OK, c'est tout le temps le même. Puis les deux, le père de mon ami puis son grand-père, ils ont tous perdu ce doigt-là. Là. What? C'est Fait que tellement là, random. lui- Celle-là? Ouais, en faisant des coupes, genre, des coupes de bois. Ouais. Fait que là, lui, il vit constamment dans le stress De... de perdre Parce ça. qu'il sait qu'il va le perdre. La question, c'est quand? Exact. Fait que je feel que ça s'applique un peu. On salue Pierre-Jean, man. I Yes. hope you're doing good, buddy. J'espère que ton fils, qui va s'appeler Jean-Pierre, va pas perdre son doigt trop vite. Moi, j'ai trouvé ça fucked up qu'il appelle pas son kid de même. Ah, il l'a pas appelé Jean-Pierre? Il a Non. brisé le curse? Le C'est cur- tellement facile à briser comme curse. T'as juste à pas appeler ton fils Jean-Pierre. Ouais, mais je feel que genre là, t'as plusieurs générations de gens qui ont commit. Là, tu fais pas le gag. Ouais, mais faut briser la mauvaise idée à un moment donné, tu sais. Ouais, Je sais pas, en tout If cas. you feel Je that comprends les deux côtés de la médaille, là. Je me positionnerai pas là-dessus. Tu viens d'une famille de musiciens, right? Ouais. Puis t'as dit du corps français. Ouais. Ta mère jouait de quel instrument? Principalement du clavecin, qui est un instrument à clavier baroque, corde pincée, genre de piano en bois. Clavecin, mais aussi piano, orgue. Ouais, j'imagine. Ouais. Je peux pas croire que j'avais pas saisi cette information-là qu'elle jouait du clavecin. Ouais. Pour ceux qui savent pas, là, c'est genre vraiment spécifique comme instrument. Ben, c'est-à-dire, c'était l'instrument à clavier populaire avant l'invention du piano. Fait que Ouais. toute la période Renaissance baroque. Ouais. Puis, c'est ça, c'est un son particulier. Ding, ding, corde Ouais. pincée. Moi, j'adore, mais c'est pas pour tout le monde. Mais... Puis toi, t'es... ouais, ceux qui savent, savent. Mais en fait, c'est comme rencontrer quelqu'un qui joue de la harpe. Ça t'arrive Peut-être. pas souvent, tu sais. Non, c'est ça. Tu rencontres quelqu'un qui joue de la harpe, t'es comme, wow, ok. Mais nous, chez nous, quand j'étais jeune, il y avait 2 clavecins. Fait que ça, c'était ma réalité. Incroyable. Ouais. Puis, donc, est-ce que ça a dû avoir une influence sur toi qui voulait aller en musique? Parce que tu joues de la flûte traversière. Je pense que, tu sais, moi j'ai grandi avec 2 parents musiciens, fait que la musique c'était là, on allait dans des camps musicaux l'été parce que mes parents enseignaient là. Donc oui, j'ai baigné là-dedans, je suis allé dans une école de concentration musique. Fait qu'il n'y avait pas vraiment de questionnement, tu sais, quand t'es un enfant, t'es un peu comme tu suis les chemins qu'on te trace. Full. Mais j'ai jamais eu cette espèce d'envie-là de carrière de musique, ça jamais. Même que ça me stressait un peu le côté solo. Tu sais, moi, vraiment, il fallait que je fasse un spectacle solo. Là, mon souffle se coupait, puis j'étais vraiment... C'était pas mon élément. Mais autant j'avais du fun à faire de la chorale, puis de l'orchestre, puis tu sais, le côté de gang ou de jammer, ou tu sais, la flûte dans le nez après ça. Bon, tu connais l'histoire, mais Ouais. en autant que c'était comme niaiseux, pas sérieux, ou il n'y avait Ouais. pas de pression, tu sais. C'est ça que j'étais curieux de savoir, genre, parce que là, tu as un peu répondu à ma question. Dans le fond, tu sais, je me demandais si... Parce que ça aurait pu, que tu dis, hey, j'ai des parents qui sont... Parce que, tu sais, bon, je présume que pour jouer leurs instruments en milieu classique, ils doivent être vraiment excellents à leurs instruments. Ben oui, tu sais, c'est un milieu compétitif. Ouais. Moi, je compare ça au sport un peu. Ouais. Tu sais, souvent, les gens, ils commencent à 4 ans, puis ils arrêtent jamais, puis ils font des gammes. Tu sais, les musiciens, ils vont faire leur gamme 3-4 heures par jour. Ouais. Comme un sportif de haut niveau, il faut qu'il soit tout le temps au gym, qu'il travaille tout le temps. Fait que c'est des disciplines vraiment où est-ce que... Ouais, c'est ça. C'est un haut niveau de commitment. Toi, ça te tentait pas, ça? C'est pas que ça me tentait pas de travailler, c'est que j'aurais travaillé beaucoup si j'avais une réelle vocation, un réel plaisir. Mais tu sais, qu'à un moment donné, tu fais c'est pas ma manière de communiquer. Ouais, Tu sais, moi, finalement, c'était pas ton thing, puis tu le savais non, quand même tu sais, jeune. moi j'aimais mieux, justement, j'étais dans un camp musical quand j'étais jeune, puis à un moment donné, j'avais avoir 10 ans, j'avais demandé si je pouvais faire un genre de numéro d'humour, de stand-up. OK. T'avais 10 ans. Ouais, je devais avoir Ok. 10-11 ans, tu sais. OK. Quand Puis même. j'avais comme animé un peu cet événement-là au camp musical. Puis là, j'étais comme, asti, là, je suis sur mon X, tu comprends? Ouais. C'est ça que je veux faire, là. Après ça, le bout après, de la chanson, après, j'étais comme, je m'en calisse de la tune, moi, je veux faire des jokes, tu comprends? Ouais, c'est fou que tu savais ça à 10 ans. Ben, je savais pas tant, parce qu'après ça m'a pris un autre 15 ans, catcher que c'était ça que je voulais faire dans la vie, là. Il y a eu un gap. Mais j'ai compris qu'il y avait quelque chose là, puis après ça m'a amené à l'impro, puis ça m'a amené à faire un paquet d'autres affaires, mais... Je veux revenir à ce moment-là quand t'avais 10 ans. Mhm. Tu veux faire des jokes. Fait que là, Ouais. c'est quoi que t'es... Tout vient d'un exemple. Mhm. C'est quel artiste, quelle chose que t'as vu que tu t'es dit, je veux faire ça. Ben, l'humour chez nous, étant donné que moi, mes parents, c'était pas des grands consommateurs d'humour, même si c'était des gens crampants qui aimaient rire, puis
Mais c'était pas comme... On n'était pas plugué ces gars-là juste pour rire tant que ça. L'humour, je l'attrapais à la télé. À un moment donné, François Pérusse, ça a été très important. En boucle, François Pérusse. Marc Labrèche au Grand Blond. Puis La fin du monde est à 7 heures, là, dépendamment des années. Mais là, j'ai commencé à louer des cassettes d'humour, tu sais, à mon club vidéo. Là, j'allais louer des vieux Bye Bye. J'avais genre 9 ans, j'écoutais Bye Bye 71. Je comprenais fuck all les référents politiques, là, mais j'étais fasciné par les codes. Ouais, puis la musicalité de l'humour, puis le... Tu sais, l'humour, c'est un peu de la magie, tu sais, c'est comme, tu dis de quoi, puis les gens sont heureux, là. Ouais. Il y a quand même quelque chose qui fait du bien, puis j'étais pas dans un environnement particulièrement triste, mais j'étais vraiment fasciné par cette affaire-là magique, un peu de l'humour. Puis après ça, c'était de louer les Mr. Bean, puis les gars-là juste pour rire. Puis là, je suis tombé sur les stand-up américains, puis là, Internet est arrivé, puis là, après ça, c'est infini, là. Ouais. Mais, fait que j'étais allé creuser où est-ce que je pouvais. Puis mes parents, moi, j'ai grandi dans le Centre-Sud, pas très loin d'ici. Mes parents me laissaient aller au Festival Juste pour rire quand j'avais, mettons, 11 ans. Là, c'était autour du Saint-Denis. J'allais là avec mon frère. On passait la journée là, puis il y avait des shows extérieurs, des amuseurs de rue. J'étais complètement fasciné par cet univers-là. Ouais. C'est venu jeune, en fait, là. Ouais, quand même, ouais. OK, c'est intéressant, ça, man. It's so specific. Tu sais, c'est comme... Mais, oui, c'est spécifique, mais en même temps, l'humour au Québec, c'est la forme culturelle numéro 1. C'est-à-dire, t'ouvres la télé, il y a des humoristes. T'ouvres la radio, il y a des humoristes. Ouais. T'ouvres ton sel, il y a des humoristes. Ouais. Moi, à un moment donné, j'ai remarqué que c'était comme... Les humoristes faisaient tout. C'est eux qui animaient des émissions à la radio, c'est eux qui animaient des galas. Ouais. C'est eux, tu sais, comme... Tu cherches pas, là. Tu veux vendre un char, tu veux animer un gala, tu veux une émission de radio, t'as un humoriste qui le fait. Ah oui, absolument. Il n'y a pas vraiment d'autres cultures, je feel, qui font autant ça comme ça. Je sais pas, mais le Québec a vraiment un rapport à l'humour qui est particulier. Ouais, je feel. Que je sais pas exactement il vient d'où, cette fascination-là. Peut-être, je sais pas, là, je m'aventurerai pas dans mes hypothèses trop. Puis à quel âge, toi, parce que là, on en parlait tantôt, juste pour comme clore là-dessus, t'as découvert Monty Python à quel âge? Au cégep, donc moi j'étais au cégep du Vieux-Montréal, juste à côté. C'est alors que tu pointes. Oui, c'est important de pointer là, pour les gens à la maison, c'est par là. Puis je faisais de l'impro, puis dans l'équipe d'impro L'Esquisse, qui est l'équipe B là, du Vieux-Montréal, bref, il y a un rituel que t'écoutes Monty Python chez un ancien coach. Fait que on s'est fait amener là quand j'avais 17 ans, puis là on s'assoit dans le salon d'un bonhomme, puis là on écoute, je pense que c'était Meaning of Life, qui est un film en plusieurs vignettes. Puis là, c'est ça. Tu te fais balancer ça de même. Ouais, c'était le premier contact. Puis après ça, au club vidéo, ben là, j'étais allé voir Life of Brian, Holy Grail. Puis là, j'ai commencé à fouiller un peu. Ouais. Fait que là, toi, t'avais 11 ans, mais à ce moment-là, tu jouais encore de la musique. À 11 ans, ouais, j'étais dans une école de musique au primaire, puis au secondaire, en concentration musique. Ouais. OK. Puis c'était quoi ton premier step vers le... Ben déjà, en fait, je vais reculer un peu avant. Je suis curieux de savoir, c'est quoi qui écoutaient à la maison tes parents comme musique? Ben, au-delà de la musique classique, c'était beaucoup de la musique classique. Sinon, c'était les chansonniers un petit peu français, québécois. Tu sais, Brel, Gilles Vigneault, Félix Leclerc. Les Beatles? Beatles, oui, quand même. OK. Ouais, les Beatles, oui. Puis après ça, dans le fond, c'est quoi le premier step que tu as pris, tu sais, air quotes, genre, vers une carrière en art, en stand-up, genre, en humour plutôt? Ben c'est ça, moi, j'étais un peu perdu après le secondaire. Je savais que je voulais plus faire de musique, fait que je me suis inscrit au Vieux-Montréal, qui est par là, parce que je voulais faire de l'impro. Fait que c'était ça le but, puis ensuite, je me suis dit, bon, je vais faire de l'art visuel, parce que moi, j'ai toujours été un enfant qui dessinait énormément. J'adorais dessiner, j'adore encore dessiner, mais... Fait que art visuel, commencé à faire de la peinture, puis c'est ça, j'ai fait... La peinture? Ouais, je faisais de la peinture. Tu fais encore de la peinture? J'ai pas vraiment le temps. J'ai mon atelier, j'en fais avec ma fille les dimanches. C'est cool ça. Ouais. Puis c'était quoi ton médium? C'était genre de l'acrylique? Au début de l'acrylique, puis là à l'université, j'ai commencé à plus me payer de l'huile parce que j'étais comme c'est un peu plus cher. Sound sexy. Non, mais j'ai commencé à faire des gros formats puis plus abstrait, puis là j'étais comme OK, l'huile c'est nice parce que Chris ça sèche pas tout de suite là, fait que tu peux vraiment plus. T'as jamais partagé ça? Publiquement, genre moi j'ai jamais vu ça. Ouais, mais c'est parce oui un peu. On t'a creative mood, on veut savoir, là. J'y trouve plus mes images. That sounds like bullshit. Non, mais c'est parce que non, Chris, je les trouve pas, mes images. Mais j'en ai sur mon ordi quelques-unes, mais j'ai déjà partagé mes peintures. Souvent, quand je vais chez des amis, puis je fais « Ah ouais, oui, c'est ça. » Il y a des toiles que j'ai données ou vendues.
Fait que, ouais. Mais Ok. j'ai peint pendant comme 5-6 ans, là. Quand Shit, même, quand même. full time, ouais. Fait qu'en fait, je comprends bien que tu as toujours été dans les arts créatifs, Ouais. curieux. Ouais, c'était à peu près ma seule certitude, je pense, c'était que j'allais avoir un métier créatif. C'était ça le but. Puis j'avais pas beaucoup d'inquiétude par rapport à ça parce que je pense que je viens d'une famille de musiciens. Mhm. Où est-ce que j'ai toujours vu des gens faire de l'art, gagner leur vie de ça, jamais bien, là, tu sais, mes parents étaient pas riches, mais jamais non plus, on n'avait pas de bouffe sur la Ouais. table, tu sais, tu comprends, juste gagner sa vie, tu sais. Ouais. Puis je savais c'était quoi la réalité de ça, tu sais, pour moi, c'était une job, tu sais, je le voyais, ma mère, elle pratique, après ça, c'est des répètes, des générales, partent en tournée, c'est pas sexy, là. C'est Ouais. pas comme quelqu'un qui voit l'art comme une espèce d'affaire magnifiée, où est-ce que c'est les vedettes, ça. Moi, j'étais comme les artistes, mais pour moi, c'était comme une job de bureau, quasiment, là, tu sais. Ouais, des musiciens classiques, ça grind, là. Ben, c'est parce que ma mère, elle avait sa compagnie, Ok. dont elle était comme directrice, puis directrice générale, puis programmatrice. Fait que Ok. elle faisait ses programmes, ses concerts, des conférences. Ma mère, c'est une musicologue aussi. Wow. Fait que, tu sais, ma mère, c'est comme une entrepreneur de la musique, là, dans le sens où Ouais. j'ai toujours vu ça. Puis je pense que je retiens un peu d'elle, ce côté-là, d'autoprod, d'aimer faire mes projets, d'avoir Ouais. les mains dedans. C'est un aspect important dans la carrière d'un artiste de se dire comme, OK, il faut que je rentabilise, il faut que je structure mon projet créatif. Oui, puis de comprendre aussi comment les étapes sont faites. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime comprendre toutes les facettes d'un métier, tu sais. Quand j'étais à Concordia, j'avais un cours de vidéo. Fait que c'était vraiment... Là, ça fait 15 ans là, de ça. Fait que les logiciels ont changé, mais on apprenait à faire du montage, de la captation audio. Puis c'est là que j'ai commencé de manière très timide à faire des capsules vidéo, à faire du montage chez nous. Mais c'était dans le cadre de mes cours d'art. Fait que, C'est tu sais, ça que je me je demandais. faisais des short films un peu humoristiques, un peu abstraits. C'était un peu n'importe quoi. Il y en a un qui s'appelait le Sudoku. C'était mon ami qui faisait un Sudoku puis commençait à virer fou parce qu'il était pas capable. Puis là, genre, il se tapait le crayon d'en face. Puis c'était juste n'importe quoi. Mais tu sais, c'était un trip de genre... Ouais. On apprend à allait utiliser chez le nous, on médium. fumait du weed, on filmait ça, puis je le montais. Puis je le montrais au monde dans ma classe. Puis il était comme... OK, c'est bizarre, mais... Fait que ça, c'est... Non, mais faut commencer quelque part, esti. Absolument, absolument. OK, mais tu sais, c'est intéressant parce que dans le fond, ça répond à plusieurs de mes questions, comme où est-ce que tu as été touché à ça, que tu as appris à faire du montage vidéo à Ouais. l'école. Ouais, puis Photoshop aussi, j'avais un cours de Photoshop. Puis ça, c'est toutes des affaires que... Là, il faut se remettre, mettons, quand j'ai commencé à faire de l'humour 2015, c'est pas tout le monde qui est capable de faire du montage vidéo. Ou est-ce Non. qu'aujourd'hui, tu as CapCut dans Ouais. ton cellulaire ou même dans les applications comme TikTok, tu as un montage intégré. Ouais. À l'époque, tu filmes pas avec ton téléphone, ça prend ton Kodak. Faut que tu fasses ton white balance, ton focus. Tu t'assures qu'il y a assez de place dans ta petite crise de carte, qu'il n'y a pas de mémoire, que ta pile est rechargée, que tu as un backup pile, ton son c'est compliqué. T'sais, tout est plus compliqué. Fait que, tu sais, Ouais. faire du contenu vidéo qui a de l'allure, à l'époque, C'est un effort. les sous-titres à mitaine. Puis, je me rappelle, tu sais, moi, j'avais un plus. Fait que quand je mettais du contenu d'une certaine qualité que j'avais fait tout seul, Ouais. j'avais une longueur d'avance. Ouais. Puis en T'sais. plus, YouTube existait. YouTube commençait. Ben, T'sais. ça faisait quand même un petit bout, mais, tu sais, oui. tu sais, Mais dans le sens que là, tu avais un endroit où diffuser ça si tu le voulais. t'sais. Absolument, ouais. Ouais. Alors que genre, tu sais, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était comme... C'était beau le filmer, ton vidéo, où est-ce que tu vas le montrer? Je me rappelle quand on a commencé à mettre des vidéos sur Facebook, parce qu'au début, tu mettais ton lien YouTube sur ton Facebook. Ah ouais, hein? Puis à une Wow. époque où ils n'étaient pas trop en guerre, là, ces deux compagnies-là, fait que Right. maintenant, si tu mets un lien YouTube sur ton Facebook, l'algorithme va juste l'étouffer, là. Ah ouais, hein? Toi, Ouais. Mais toi, tu dois t'informer beaucoup là-dessus, I guess. Tu te tiens au courant sans le vouloir même. Honnêtement, ces entreprises-là sont tellement opaques à savoir c'est quoi leurs règles puis leur algorithme que tu sais jamais. Tu le devines, puis tu en parles avec des collègues, puis tu vas sur Reddit, puis là tu fais « Comment ça, je peux plus faire ça? » Ben, ils te le disent pas, puis Mais donc, tu fais ces choses-là. Arnaud, il va sur Reddit puis il check, là. des fois, Arnaud va sur Reddit. Let's fucking go. Ça, Ça, je voulais savoir. ça, c'est un gros scoop que t'as, mon Tu safari. vois, ça, Arnaud va sur Reddit. je voulais savoir, comment il sait ces choses-là? Non, mais c'est de l'essai-erreur, puis Ouais. on le sait jamais vraiment aussi. T'essayes des trucs, tu fais « Ah, ça marche, ça marche pas. » On se parle aussi, là, tu sais, entre créateurs, là, tu sais. Ouais. Moi, je parlais avec mes amis, « Ah, ça, pourquoi ça fait ça? » Tu sais, Mhm. tout ça. Ben, tu sais, ça démontre pour moi, je trouve vraiment la volonté de vouloir le faire. Des fois, c'est toutes des petites choses, c'est des gestes
C'est pas sexy nécessairement en parler ou comme de mettre ça de l'avant, mais genre je pense que ça peint la picture de vraiment quelqu'un qui se soutient puis qui est curieux puis qui veut vraiment apprendre à... Mais c'est parce que c'est un métier, tu sais, c'est Ouais. comme tout, je veux dire... En effet, non, c'est pas sexy parler d'algorithmes puis Non. de tactiques, de thumbnail ou de Mais tu sais, whatever. veux pas, man, c'est comme... C'est toutes des petites choses qui font... qui peignent the picture de quelqu'un qui... Tu sais, tu réussis pas, man, parce que tu sais pas de quoi tu parles. Tout où je veux en venir, c'est que toutes ces choses-là mènent à ton succès, Ben, je ultimement. pense que oui. Ben oui. Puis après ça, il y a toujours un petit facteur... tu sais, en tout cas... Tu sais, s'il y avait une recette pour faire une bonne œuvre d'art, On la ferait tout le temps. on la ferait tout le temps, puis Ouais, tout le monde c'est la ça. ferait. C'est sûr. Tu sais, fait qu'il n'y a pas juste la recette. Mais c'est évident que quand t'aimes ce que tu fais, puis là, je vais faire le parallèle avec la musique, c'est que t'as la toune, t'as la production, mais après ça, t'as la mise en marché, t'as la pochette, t'as le visuel. Ouais. C'est ça qui est trippant aussi, je trouve, de faire un produit artistique, c'est de le faire pour vrai dans son ensemble, tu sais. Puis après ça, tu le laisses aller, tu sais. Full. Ouais. Je partage ton opinion. Quand t'as commencé en 2015, tu dis. À peu près, l'humour, ouais, Quand tu dis stand-up. t'as commencé, c'est comme... Ben que là, à ce moment-là, tu vois, j'ai gradué de Concordia l'année d'avant. OK. J'ai essayé un peu de faire de l'art visuel en solo. J'étais vraiment pas heureux. Parallèlement à ça, je voyais plein d'amis d'impro, des improvisateurs qui commençaient à avoir des carrières en humour, qui faisaient les En route vers mon premier gala. Je pense à Virginie Fortin, Richardson Zephyr, Phil Roy, tu sais, du monde avec qui j'improvisais, qui commençait à avoir des grosses carrières. Puis moi, j'avais une envie, une jalousie. Je me disais, ben, tu sais, je me voyais faire ça, mais il y a une partie de moi qui osait pas faire le move. Ouais. Puis là, quand j'ai eu le déclic de faut que j'essaye, mais là, je me suis mis à vraiment, pendant quasiment un an, noter des jokes. Je me suis dit, c'est pas vrai que j'ai embarqué sur scène, pas prêt, tu sais. Pendant un an. À peu près un an. À partir du moment où je me suis dit, OK, essaye d'écrire des jokes, tu sais. Faut Mais que vraiment, prendre j'en des parlais à, je pense peut-être ma blonde savait, mais j'avais mon cahier jaune, là, avec mes... Puis là, c'était pas drôle, mon gars, tu sais. Écrire une joke, là, t'es comme... Ouais. Ah, c'est que c'était pas drôle, là. Ouais. Puis c'était vraiment des jokes absurdes, dark. Tu sais, je faisais de T'as-tu l'humour. encore tes papiers de ça? Non, mais je les connais, tu sais. Mais attends, j'avais une joke, tu sais. Let's go, Je baby. disais, j'aime beaucoup le Roi Lion, tu sais. Ouais. Je m'identifie au personnage de Simba, tu sais. J'aime la nature, j'ai un perroquet, mon oncle a tué mon père. C'est ça. C'était juste comme un genre de punch Ouais. absurde. This guy is going places. J'essayais de faire du Anthony Jeselnik, ceux qui ont la référence, mais sans le talent. Puis ben, bref, fait que c'est ça. J'essayais d'écrire des liners, tu sais, juste comprendre la mécanique. C'est quoi une joke? Comment ça marche un procédé? Tu partais de là. Ben, c'est-à-dire que là, j'étais genre, OK, j'aime l'humour, Wow. j'en ai vu, j'en ai fait, j'étais un bon joueur d'impro, Ouais. mais écrire une joke, il y a un craft qui vient avec ça. Ouais. Comme, à un moment donné, t'achètes une guide, mais là, il faut que tu fasses, c'est quoi, do, ré, mi, mais en humour, c'est quoi les procédés? Puis là, j'étais allé faire un cours de soir à l'école de l'humour. OK. Ça, c'est des belles bébites, les étudiants de soir de l'école de l'humour, on les salue. Non, mais il y en a plein que je vois, que je suis resté proche, puis il y en a qui font carrière là-dedans, puis il y en a qui ont disparu, mais... ben, ils n'ont pas disparu, Chris. I mean, they're still alive. Non, ils sont corrects, I guess. Mais cours de soir à l'école de l'humour. Puis au terme de ce cours-là, j'avais organisé une soirée dans un bar au Major Tom, Feu Major Tom, super cool bar sur Rachel. Puis j'avais dit, on Est-ce que tu fait veux notre le show pointer? des finissants. Oui, c'est exactement. Par là. Puis j'avais comme organisé le show de ma classe, qu'il n'y avait Ouais. pas de show prévu. Tu sais, on était censé juste faire un petit show entre nous en classe Ok. pour finir l'année, mais j'étais comme, non, on fait ça dans un bar, on invite nos familles. Ouais. On fait ça Puis là- bien, là. Puis je pense 12 des 13 personnes dans la classe avaient été game. Chaud. Et même le prof avait fait un number, c'était cool. Rich, mon ami Rich avait animé. Puis bref, là, ça a comme été la piqûre de comme, OK, ben c'est ça que je veux faire. OK. Puis là, j'étais genre, je pense quelques mois après, j'ai lâché ma job de barman. J'ai fait comme all-in. Tu sais, au pire, si ça marche pas, je reviendrai, mais tu sais, Ah ouais, t'as lâché ta job. ça n'a pas été long. En l'espace d'un an, tu sais, j'avais un petit coussin de cash, mais là, on parle de quelques 100 piastres. Ouais, Je sais c'est pas trop, ça. j'avais pas beaucoup d'économie, mais Mais c'était genre, C'était ça. C'était la j'ai dit, décision. je vais jouer toutes les soirées que je peux. Tu sais, je faisais 5 soirs semaine d'un bar, puis on t'était payé 25 piastres, puis un coupon de bière. Wow. Puis c'était ça. Fait que j'essayais de me garder une coupe de piastres, puis boire mon coupon de bière. Puis... Ben moi, Ouais. je trouve ça full inspirant, man, parce que c'est des détails, tu sais, c'est encore une fois, on n'en parle pas du grind, là, tu sais. Mais Comme, je pense qu'on en parle un peu, en tout cas dans le milieu de l'humour. Je pense que c'est assez connu
le côté relève, il y a des plateformes comme le Gong Show, là, qui est un show où est-ce qu'il y a des gens qui essayent le stand-up un peu plus pour les premières fois. Beaucoup de podcasts. Fait que je pense que ça intéresse plus les gens qu'on pense le chemin, de faire comme... Il y a personne qui arrive au top. Je dis top, là, un top métaphorique. Là, mais en tout cas, il y a personne qui réussit bien d'un coup. Ou les gens qui réussissent bien d'un coup, c'est mauvais signe. C'est parce que l'industrie les a mis là. Puis à un moment donné, ils vont peut-être pogner un 2 minutes. Oui, ben souvent c'est ça qui arrive parce que t'as pas en fait construit ton bateau, si on veut. Ou en humour, c'est l'exemple de quelqu'un qui va faire un show qu'il y a 10 auteurs. Fait que c'est cool, c'est un bon interprète d'humour. Là, il y a plein d'auteurs, mais là, c'est comme... moi, en tout cas, je suis pas contre travailler avec des auteurs en humour, mais je suis comme, faut que t'aies comme quelque chose à raconter. Ouais, faut que un minimum, que tu sois capable d'aller livrer des... Ben oui, c'est ça. Il y a une sécurité, il y a une longévité là-dedans. Ouais, mais moi, ce que je trouve excitant d'un stand-up, c'est d'avoir accès à son intellectuel. Moi, je trouve ça sexy, là, quelqu'un qui a des bonnes idées. Je suis comme, ça, c'est nice, mais si je sais que les idées sont pas de toi, déjà, tu pars un petit peu à -1. En tout cas, bref. Je t'entends. Puis t'as justement l'impro, en fait, ça, c'est un truc dont je voulais te parler. T'as commencé ça à quel âge, l'impro? 13 ans. OK. Secondaire 3-4. Comment ça t'est venu, cette idée-là? Je voulais pas faire d'impro. J'étais terrorisé. J'étais fan d'impro. J'avais vu la LNI quand j'étais jeune. Puis j'étais comme, c'est donc ben nice. Mais c'est comme si mon cerveau, il a jamais même fait, c'est pour toi cette affaire-là. J'étais juste comme, c'est donc ben cool. Ouais. Comme, wow. C'est drôle parce que t'as vraiment... de toutes les... Tu sais, ça doit faire genre un mois et demi, I guess, que je sais qu'on va faire un podcast ensemble. Fait que là... J'en parle, les gens m'en parlent, puis le commentaire numéro 1, c'est toujours comme « Ah, Arnaud, c'est une bête d'impro, c'est une bête d'impro, c'est une bête d'impro. » Mais c'était vraiment ça mon truc. Pendant comme les 10 premières années de ma vie, là, justement, de 13 à 25. 13 à 25, je faisais pas de stand-up, puis j'étais quand même dans les grosses ligues d'impro, justement. J'étais rendu à la LNI à la fin. Ouais. Mais, ça a été un vrai coup de foudre là, pour moi, parce que c'est comme si, tu sais, ce que je te racontais tantôt quand j'animais le show au camp de musique, là, cette espèce d'effet-là de faire rire. En impro, tu l'as, mais tu as une gratification comme naturelle parce que c'est même pas des affaires que tu as écrit. Ouais. Fait que t'as pas à te compromettre puis à genre faire « Hey, j'ai préparé ça » puis à te mettre à nu. C'est ça, c'est vraiment... Il y a de la vulnérabilité dans le stand-up de comme « Hey, tout le monde, fermez vos gueules, j'ai préparé ça. » Puis là, tu dis quoi, puis ça lève pas, puis t'es comme « Aïe, c'est blessant, je m'étais livré. » En impro, c'est un peu comme... Bah, si c'est drôle, je suis fucking hot. Puis si c'est pas drôle, ben c'est de l'impro, whatever. Ouais. Tu comprends? Ouais, je comprends full. Il y a comme un genre de... Moi, ça me stressait pas. Il y a du monde qui sont terrorisés à l'idée de faire de l'impro. Que genre, c'est le pire cauchemar. Moi, j'étais juste bien là-dedans parce que je sentais que mon espèce de cerveau qui fait plein de liens, puis comme... Il était mis en valeur, finalement. Ouais. Penses-tu que... le fait que tu aies commencé à faire de l'impro jeune, c'est une chose qui a vraiment build ta confiance? Parce que oui, mais une partie de ma confiance. Tu sais, moi, ça m'a aidé l'impro à m'affirmer. Je me suis fait des amis. Ça m'a donné, oui, une confiance. Pas une confiance que j'ai été capable de transposer rapidement dans toutes les sphères de ma vie. Là. Je comprends. J'étais gêné avec les filles. J'avais beaucoup d'acné au secondaire. Je me trouvais physiquement super laid. Fait que, ça n'a pas fait de moi, mettons, quelqu'un de super comme confiant dans mes relations immédiatement, mais ça m'a aidé à comme avoir une confiance en moi de base de comme je suis capable de faire rire les gens. Ouais. C'est comme c'est énorme quand même. Là. Oui, c'est un gros pouvoir. Puis les gens se déplacent, ils rient. Ouais. Fait que oui, moi, juste ça, c'était beaucoup, beaucoup. Là. Ça doit, man. Je peux juste pas imaginer. Moi, je trouve que tu es tellement à l'aise tout le temps, genre, puis je me dis que ça doit être dû au fait que, genre, en partie, que tu as commencé jeune. Probablement, oui, probablement. Parce qu'une fois que tu as commencé à faire du stand-up, est-ce que tu trouves que le gap pour toi était vraiment gros entre impro et stand-up? C'est 2 métiers pour moi. T'sais, après, je nommerai pas personne, mais il y a des joueurs d'impro qui font la transition en stand-up en pensant que ça va être facile parce qu'ils sont drôles. Ouais. C'est comme, non, le public n'a pas la même appréhension. Il faut vraiment que tu travailles tes trucs. Par contre, c'est sûr que dans une soirée d'humour, tu peux improviser avec le public, faire il se passe quelque chose, quelqu'un échappe son verre. Là. Avoir de la répartie, c'est bon. Là. Ouais, c'est un gros Mais skill. pour moi, c'est 2 métiers différents qui peuvent travailler en synergie. Là. Puis l'impro peut t'aider à trouver un peu justement ton espèce de clown scénique. Là. Ouais.
ton énergie. Mais moi, je pense que l'impro m'a plus aidé dans mes sketchs puis mes personnages que le stand-up. Le stand-up, j'ai vraiment l'impression que je l'ai appris vraiment de A à Z. Là. Tu sais, je reviens à mes premiers stand-up, là, c'était catastrophique, man. Genre, c'est un des seuls métiers que tu peux pas être bon la première fois. C'est comme impossible d'être bon. Mais il faut que tu l'essayes devant du monde. Tu comprends? C'est vraiment bizarre. Ouais. Faut vraiment ta que... première expérience? Très bien. Tu peux-tu m'en parler? Ouais, c'était au Feu Divan Orange. OK. Soirée d'humour / musique. Organisé. C'est fun, ça. Ouais, c'est déjà... Humour / musique. Ouais, déjà, tu pars... Puis c'est mon bon ami Richardson Zephyr, que j'ai name-droppé 4 fois. Mais Rich, je tiens à préciser... très important pour beaucoup de jeunes humoristes. Rich, c'est un gars qui a tendu la main à beaucoup de personnes, qui a parti des soirées, qui a aidé les gens. C'est un de mes humains préférés. Si tu nous écoutes, Rich, merci pour ton aide et ton ouverture. Shout-out, mon gars! Puis donc, Rich, qui m'avait invité à sa soirée, sachant que j'avais jamais fait de stand-up. Ouais. Puis c'était une mensuelle, les dimanches. Puis je pense que c'était l'hiver, man. Je revenais d'un tournoi d'impro, il faisait fret. J'avais tellement le goût de choquer, là. J'avais le ventre barré. Puis je suis monté sur scène. Puis je pense que je tenais le micro de même. Puis là, j'ai fait mes jokes de Roi Lion. Là, j'étais comme... Pinocchio, j'avais une joke sur Pinocchio. Genre de... c'était bizarre. Je parlais juste de Disney, je pense. Okay. C'était ton thème. T'avais trouvé ton thème. J'ai dit une joke de... Je me suis crossé en... J'essayais de faire du trash parce que, bon, c'est le réflexe dans les bars. Tu commences, tu dis une joke sexuelle, ça marche. Right, OK. J'en prends note. Ah ouais, c'est ça la joke. Saviez-vous que l'éjaculation est de 100 km? C'est pour ça que j'ai pogné un ticket quand je me suis crossé dans une zone scolaire. De quoi de main? En tout cas, c'est ça. Exactement la réaction que j'ai eue il y a 10 ans au Divan Orange. Mais je suis sorti de là en me disant... C'était épouvantable, faut que je continue. Tu sais, ça m'a pas tué. Ça aurait pu, là. Ouais, je comprends. J'ai juste fait, asti que je suis pas rendu là, mais tabarnak, je pense que j'ai eu 2 rires sur 16 gags, mettons. Ouais. J'étais comme, on garde ces 2 jokes-là, on jette les 14 autres, puis back to work. Tu sais, j'étais motivé. Ça prend beaucoup de... C'est quoi le mot que je cherche? Motivation, mais de la résilience. De la résilience, c'est ça, exactement. Ouais, je feel que c'est comme facile de... Ça, c'est quelque chose que j'ai de la misère à exprimer aux gens qui font pas de la scène, mettons, genre, tu sais, c'est tellement tough de constamment se frapper contre le mur avec toute sa volonté. Mais je suis sûr que, tu sais, on revient au parallèle sport, mais je suis sûr que faire de la gymnastique, là, puis essayer une nouvelle figure, mané, tu fais, ben... Puis moi, je l'ai pas en termes de sport, mais tu sais, si j'essaie de faire un backflip, puis je l'ai pas first shot, j'abandonne. Tu sais, tu comprends? Je suis comme, je retombe pas, là. Ouais, je comprends. Mais à un moment donné, il faut faire, non. Ouais, faut retourner. Puis à un moment donné, tu fais non, mais là, tu vas en faire 2. Ouais. Puis là, t'es comme impossible. Full. Puis là, tu fais ouais. En tout cas. Non, t'as raison. Je sais pas si le parallèle est si bon, mais. Moi, faut comme se voir réussir. Ouais. Faut comme faire, ben oui, je vais tomber. Puis il faut comme au moins une petite gratification quelque part. Ben c'est ça qui est le fun aussi avec l'humour, c'est que malgré tout, il y a du rire. Ouais. Tu sais, c'est pas. Tu sais, la littérature, c'est une autre affaire. Tu sais, il y a des métiers que t'es artistiques, que t'es tout seul longtemps. Tu sais, écrire un film, tu sais, je veux dire. C'est 14 ans que ça te prend, puis là, t'as pas de feedback, t'es là, voyons. Ouais, je suis d'accord. Tu comprends? Mais t'as raison, faire rire, c'est vraiment quelque chose... D'ailleurs, tu sais, comme... Ça doit vraiment être quelque chose que tu trouves cool de ta vie, ça, si tu recules un peu, puis tu dis genre, waouh, moi, là, je fais rire les gens. C'est une affaire que je trouve cool de ma vie, ouais. Tu sais. Je voulais aussi mentionner le fait que... Est-ce que t'as commencé en te faisant connaître, en jouant de la flûte avec ton nez? C'est venu comment, cette affaire-là? La flûte avec mon nez, c'est quelque chose que je faisais au cégep secondaire pour faire rire mes amis quand on était battés. Ça a commencé comme ça dans mon salon. OK. Fait que j'avais un échantillon de Chris, ça marche. Je faisais rire, mon échantillon était comme, j'ai 4 chums gelés, puis les 4 rient. Fait que, on s'entend que c'est une audience facile. C'est une audience facile, mais Chris, ça marchait. He's looking at me like it kills. Ça marchait. Là, j'ai rangé ça, j'ai pas refait ça longtemps. Puis là, quand j'ai commencé à faire des sketchs sur Facebook, même avant de penser faire de l'humour, juste en mode créatif, j'ai mes cours de caméra. Je me rappelle avoir fait un premier flûte nasale. Il y a un terme. J'ai fait le thème de Star Wars, je pense, le premier. J'avais fait un build-up. Là, le premier, je jouais une flûte, ensuite 2 flûtes. Puis là, j'avais fait flûte en mangeant des Doritos. J'ai vu ça. C'était comme ça, l'idée. Puis ça reste là. Puis je pense que j'en ai fait un de Britney Spears qui a vraiment pogné, genre, viral, là, worldwide, là, des millions de views. Wow. Ça spinait en France, des genres de pages comme BuzzFeed. Parce que, tu sais, c'était... Il n'y avait pas
langue. Là. C'est un classique. Je refaisais Toxic de Britney Spears en top avec ma flûte. Puis ça, après ça, l'année d'après, quand j'ai commencé à faire un petit peu d'apparition télé, c'est comme si les recherchistes étaient comme... C'était juste ça qu'il y avait dans la tête. C'est comme le gars avec sa flûte. Ouais. Fait qu'il me demandait de faire un petit peu de ça à la télé ou à la radio. Fait que dans l'esprit du monde, c'est resté. Mais c'est pas moi qui a comme... Moi, je voulais en pas faire... mettre ça de l'avant. Pas tant, parce que j'étais genre... Je voulais en faire 3-4 puis tuer ça. Ouais. Mais c'est un petit peu les médias qui étaient comme... Ouais, je comprends. Mais ça m'a aidé dans le sens où c'est devenu mon tag. Ouais. Ah, c'est le gars de la flûte dans le nez. Ouais. Puis jusqu'à un certain point, tu veux comme go with it parce que genre c'est ta porte Ben, à un d'entrée. moment donné, j'aime mieux que tu me reconnaisses pour quelque chose que tu me reconnaisses pas. C'est ça, Après, c'est ça. fallait dire aux gens, ouais, mais je fais de l'humour aussi. Ah, ok, je pensais que t'étais flûtiste nasal, je sais pas. Comme... Je comprends. Ouais. Ouais, j'ai vu des vidéos de toi, genre, ça fait longtemps, là, t'as l'air d'un bébé, là. Je suis comme, oh my god, genre, cette personne-là joue de la flûte. J'ai trouvé ça vraiment cute, d'ailleurs. T'as posté une vidéo promo pour Bon Jus. Ouais. Puis t'as mis une vidéo de toi qui joue à Berry-UQAM de la flûte avec ton nez. Ouais. C'est vraiment la preuve du chemin tracé, du chemin parcouru, tu sais. Ouais. Comme, Puis moi, je jouais de la musique dans le métro, for real. Ça a été comme une bonne job Oh, au ouais. secondaire, flûte traversière plus. Secondaire cégep, man, tu pouvais faire des fois 200$ à Berry pour Fucking 2 heures. moi, genre, en 2010, là. En 2010, ouais. 2007 plus 2008. C'était moi, flûte traversière, mon ami jouait du darbuka. C'était juste percussion flûte, super agressant, là, dans les aigus, là. La darbouk. On jouait. Puis à Berry, je sais pas si les gens le savent, mais il y a une pige pour jouer dans le métro. Tu peux pas juste te pointer, c'est contingenté. Fait que il faut que tu y ailles la veille. C'est pas des jokes. Ça, c'est real. Faut que tu ailles la veille à Berry. Puis là, il y a comme une pige à, mettons, 15 heures. Puis là, c'est comme... Tout le monde met son nom. Puis il y a l'organisateur de la pige. Puis là, il est comme... Impossible que c'est quelqu'un qui choisit. Mais il pige. Fait que là... Impossible. Non, tu me mens, là. Michael, l'accordéoniste. Oui. Là, il choisit son spot. Puis là, t'as le chemin qui mène vers l'UQAM. Puis t'as le chemin vers Longueuil. Ouais. Qui est très payant. Ok, je comprends. Le monde en banlieue. Fait que les deux meilleurs spots, heure de pointe, matin et soir. Puis c'est des plages de 2 heures. Fait que là, t'essayes de scorer les heures de pointe. Puis là, si t'es malchanceux, t'es comme, bon, mais je vais jouer à midi, tu sais. À Alors, midi, c'est pas super, t'as les midi. En tout cas, bref. Si tu faisais 200$ en 2007, À 2 peut-être. On t'étais s'était à deux. fucking rich, là. Hey, mais mon gars, je payais des smokes à mes amis, des jus. Fume, mon chum. Hey, McDo, Number 7. Ah ouais, ça, c'était les belles années, man. Ouais, ben, it seems like it. C'était les belles années. Faut que je me calme, là. C'est too much, man. C'est comme... Puis, man, je sais plus je suis où, là, bro. Esti, Ben là, genre, l'enfance, la flûte... la flûte, esti, on a tout fait, mon gars. On a rappé, man. Chris, on a wrap it up. C'est quoi une des parties les plus difficiles de ton processus créatif? Moi, j'aime beaucoup le début puis la fin. Tout le milieu, j'ai ça. Non, mais je suis pas un minutieux d'édition, de tout ça. C'est pour ça que j'aime bien le web aussi, c'est que je peux travailler fort sur une affaire 2-3 jours. Des fois, ça me prend un avant-midi. Des fois, ce que j'ai fait un matin, ça m'a pris 1 heure. Là. Ça dépend de qu'est-ce que je fais. Mais tu le fais vite, t'es vraiment dedans, puis là, tu le laisses aller. Ouais. Un spectacle, c'est le fun parce que tu le construis en le faisant. Mm-hmm. Mais les projets entre deux, tu sais, au début, quand je commençais à comme, écrire pour la télé, j'avais de la misère. Puis à un moment donné, tu as des deadlines. Fait que tu chies des textes, mais j'étais comme pas content. Ça allait trop vite, on dirait. Là. Puis, ouais, fait qu'il y a ça, je pense. Je suis pas le gars le plus minutieux. Tu sais, je suis quand même impatient dans la vie. Fait que, tu sais, c'est pour ça que j'aime l'impro. Puis j'aime Ouais, je comprends. le côté instantané, des fois, de la création. Tu sais, je serais pas capable, je pense, de travailler 5 ans sur un texte, tu sais, ou un scénario. Je comprends. Puis t'es aussi quelqu'un, je trouve, qui a vraiment... J'admire ça chez toi, là. Genre, j'aimerais ça être plus comme ça, genre... Puis corrige-moi si je me trompe, mais on dirait que t'as vraiment pas peur du ridicule. J'ai pas tant... Mais c'est parce que le ridicule, on a toutes pas la même notion du ridicule. En effet. Tu vois, moi, j'ai peur d'aller patiner devant du monde parce que j'ai jamais fait de sport. Puis tu sais, j'ai peur de, comme, avoir l'air fou sur une patinoire. Mais je peux, genre, me crisser 2 flûtes dans le nez en chest, puis genre, comme, Je comprends pas. zigner un pot de Ringolos. Si j'avais ce courage-là, je serais invincible. Ouais, mais c'est ça. Don't you mais... feel this way? Si genre, on pouvait faire ce qu'Arnaud fait, genre, il me semble qu'on aurait tout ce qu'on veut. Mais on a tous peur de quelque chose, dans le sens où c'est comme... Je pense que c'est facile de transposer comme si j'avais pas de peur. J'ai 1000 peurs, là. Ouais, je comprends. Fait que, tu sais, j'ai... Puis des peurs par rapport à moi, de dire des trucs, de... Fait que oui, c'est une confiance, mais pas
comme 360 là, dans le sens. Je comprends. Mais dans certaines choses, oui, je suis très confiant. Ou en tout cas, j'ai pas peur d'une forme de ridicule. Parce que moi, le ridicule, je l'associe à de la gratification parce que c'est comme ça que je me suis valorisé étant jeune, en faisant rire. Ouais. Fait que j'étais comme, ce qui est niaiseux, ce qui est laid, ce qui est pas beau, ce qui est une grimace, whatever, ça me donnait de la validation. Fait que c'est comme ça que mon estime puis mes relations sociales se sont construites, tu sais. Je trouve que c'est un super pouvoir, man. Ouais. Arnaud, on pourrait encore parler fucking longtemps, man, mais je pense que je vais te rendre ta liberté, puis je vais rendre la liberté aux gens qui sont venus nous voir. Allez chercher votre mox et quittez. Exactement. Est-ce qu'on entend la musique, mon beau Martin? Yo, it's a wrap on Creative Mood Live, la 10e édition, presque mon 100e épisode. Arnaud Soli, bon jus, Solipod, funny guy, cool emo dude, Inch'Allah, tu vois ce que je veux dire? Mais je tiens à remercier les personnes suivantes. Bien sûr, Arnaud, mon invité, merci pour ta confiance, merci pour ton temps. J'ai vraiment le sentiment qu'on s'est tous rapprochés de toi ce soir. Merci. Ensuite, le staff de l'Idéal, s'il vous plaît. Mathieu, qui gère ce soir la salle. Émilie et Martin, les proprios qui croient en moi et mon projet de podcast. Martin, d'ailleurs, qui est l'homme derrière la console. On le salue, man. Merci, mon gars. Un gros merci à Max Mocktail d'être le commanditaire des soirées Creative Mood. Merci, Dom, qui n'est pas ici. I love you, man. Je terminerai en remerciant les collaborateurs de Creative Mood, Antoine, Jérémy, Marc-André et tous les autres qui ont aidé à poser les fondations de mon projet, brique par brique. Nastia qui est ici ce soir, what's up cutie, merci pour les photos. Je vais aussi remercier Gabriel qui m'a last minute aidé pour faire la porte ce soir. Ça, c'est un petit détail fucking important. Merci à Samantha Man pour les belles tuques. Allez vous procurer la vôtre, Heirloom Hats. En terminant, j'aimerais vous laisser savoir que je travaille actuellement sur mon prochain album intitulé Le Fils d'immigrants et que j'ai hâte de vous dévoiler ça. Direction Istanbul pour moi dans quelques semaines et une petite pause du podcast. Avant de quitter, je vous invite à aller prendre une canette de Mox de Gabriel qui va vous en donner une à tout le monde. Je vous invite à goûter ça, man, c'est délicieux. Merci beaucoup, guys. Rentrez bien, bonne soirée. Puis si vous voulez rester, on va prendre un shot ensemble. Let's go! Yeah! Cheers!